en tant qu'enfant reporter, en tant que jeune encadreur, nous avons mis des activités pour faire des plaidoyers afin que des alternatives d'éducation, autrement, notamment l'éducation en ligne, qu'on puisse un peu faire un focus là-dessus pour permettre aux enfants de continuer de jouir de ce droit fondamental à l'éducation, même malgré ce contexte particulier lié à Covid-19. C'est ce qui a été fait. Il y a plusieurs émissions à travers les chaînes de télévision, à travers notamment Internet avec Twitter qui permettent aux enfants de continuer à étudier. Mais malgré cela, il y a quand même des couacs, il y a quand même des difficultés. Tout d'abord, il faut comprendre que les échanges à travers la télévision, c'est unidirectionnel. Et donc, si l'enfant j'ai dit qu'il manquait de chaleur, c'est ça? Donc, si l'enfant ne comprend pas une notion, il n'est pas en mesure de pouvoir interagir avec l'enseignant. Yes. Et ça crée une certaine difficulté. Au-delà de cela, on constate aussi qu'il y a parfois des notions qui sont mal transmises par l'enseignant. Et donc, comme c'est unidirectionnel, on ne peut pas faire des remarques directement à l'enseignant pour lui dire que voilà, telle notion n'a pas été donnée. Bien assimilée, oui. Ça. Donc, c'est là les difficultés que relèvent les enfants que nous sommes, les adolescents que nous sommes sur l'éducation à la télévision en ligne. Et je l'espère, les ministères de l'éducation et les différents partenaires vont prendre cela en compte pour pouvoir, disons, mieux orienter ou améliorer cet enseignement à travers les écoles. Mais au-delà de cela, dans ce contexte particulier, j'aimerais annoncer que, à notre initiative, en tant qu'enfant reporter, en tant que jeune encadreur, nous avons mis en place une plateforme de discussion en ligne, Ado Discutons RDC, qui se veut être un cadre d'échange où les adolescents de la RDC pourront discuter sur les questions qui les concernent, notamment les questions liées à la Covid-19 et à l'impact que cette maladie a sur l'application des droits de l'enfant en RDC. Et donc, nous avons créé cette plateforme avec l'accompagnement de la direction de la protection du ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui technique de l'UNICEF RDC. Et cette plateforme, dans cette plateforme, nous avons régulièrement des débats, des échanges avec les adolescents de tout le pays. Actuellement, nous avons un peu plus de 2200 adolescents répartis dans 24 provinces sur les 26 provinces. Et notre premier débat, en fait, tournait autour de la Covid-19. Et plusieurs questions ont été soumises à la discussion. Premièrement, nous avons demandé aux adolescents qu'est-ce qu'ils pensaient de l'existence de cette maladie. Et curieusement, 19% des adolescents avec qui on a échangé sur la plateforme disent qu'ils ne croient pas à l'existence de la maladie. En fait, comme ce n'est pas représentatif des adolescents en RDC, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les arguments qu'avancent ces enfants-là qui ne croient pas à la maladie. Et peut-être que ça va nous permettre de mieux orienter notre communication sur la pandémie. On constate que la majorité des enfants qui ne croient pas à la maladie avancent le fait qu'autour de leur environnement immédiat, ils ne voient pas de cas de Covid-19. Et donc, parce qu'il n'y a pas de personnes autour d'eux qui souffrent de la maladie, donc elle n'existe pas. Et au-delà de cela, les enfants ont également constaté que les autorités ne donnaient pas le bon exemple, ne prêchaient pas par le bon exemple, parce que d'après eux, ils suivent à la télévision, ils voient les autorités ne pas respecter les gestes barrières, être à moins d'un mètre, ne pas porter leur masque, se saluer par la main. Et donc, vu que les autorités ne respectent pas ces gestes barrières, donc ils ont des doutes par rapport à l'existence de la maladie. En plus, une grande partie également, non négligeable, remettent en cause les chiffres avancés par l'équipe de riposte. Et donc, il faudrait peut-être mieux communiquer autrement par rapport aux chiffres avancés par l'équipe de riposte, expliquer aux enfants que veut dire les chiffres, qu'est-ce que ça signifie, comment on calcule les chiffres qu'avance l'équipe de riposte. En fait, c'est plus ou moins ça les différentes activités que nous avons eu à mener en ligne en rapport avec la Covid-19. Oui, mademoiselle. Est-ce que sur ce plateau, nous avons respecté les mesures barrières? Si c'est le cas, deuxièmement, à propos de cette maladie, de cette pandémie, estimez-vous que la sensibilisation est suffisamment faite pour mettre les enfants à l'abri et finalement toute la communauté, où il y a des pistes, d'autres pistes de solutions et d'autres recommandations à faire aux décideurs? Alors, je vais me présenter aussi, comme ça tout le monde me connaîtra. Je m'appelle Céline Angoy et comme Carmel, je suis jeune reporter au sein du REIP.
Alors oui, la sensibilisation est faite. On va dire qu'elle est même suffisamment faite, mais elle n'est pas bien faite. Parce que vous réfléchissez, les décideurs réfléchissent comme des adultes. Alors que les enfants ont leur propre façon de voir le monde, leur propre manière d'aborder le monde. Quand on vient sur un plateau, dans un JT avec des statistiques, l'enfant il ne retient que des chiffres. Quand vous lui dites, voilà, tu ne dois pas dire bonjour avec les mains, tu ne dois pas faire des câlins, lui qui était habitué à faire des câlins, à serrer ses amis dans les mains, au fond il se retrouve dépaysé. Pourquoi? Parce que la sensibilisation est mal faite à leur niveau. Il faudrait peut-être expliquer aux enfants d'une manière avec les visuels, parce que les enfants comprennent mieux ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'il y a des dessins animés. Montrer aux enfants que si vous ne respectez pas ça, ça va vous emmener à la mort. Si vous avez la maladie, vous pouvez contaminer les autres et finalement, moi je vais mourir parce que je suis plus fragile que toi. Expliquer aux enfants exactement avec les termes qui leur sont appropriés. Donc il faudrait déjà qu'on revoie notre manière de sensibiliser les enfants et les adolescents. Mais aussi, comme Carmel a dit, c'est vrai qu'on a créé une plateforme et notre plateforme a pour but, au fait, de rendre ces enfants des acteurs de leur propre changement autour d'eux. Parce qu'on aura constaté qu'en RDC surtout, les enfants sont beaucoup plus bénéficiaires. Ils attendent que les adultes décident à leur place. C'est vrai que vous pouvez décider à notre place, mais vous ne connaissez pas les réalités que nous vivons. Et on s'est dit aussi qu'en faisant de ces enfants des acteurs, ça pousserait les adultes que vous êtes, les décideurs que vous êtes, à avoir le sens de l'écoute. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans une société africaine et de surcroît bantou, où le chef a toujours raison et on ne contredit jamais le chef. Mais parfois le chef, il se trompe parce qu'il ne vit pas ce que moi je vis. Donc nous, on voudrait que les parents, les adultes et les décideurs apprennent, développent le sens de l'écoute, qui se mettent ensemble. C'est vrai que la Covid-19 nous facilite un peu la tâche où les parents et les enfants se retrouvent entre les quatre murs. Mais vous ne devez pas rester scotché à vos smartphones. On ne doit pas rester scotché à nos smartphones. Vous ne devez pas rester en train de réfléchir, mais comment ils vont manger, ainsi de suite. Approchez-nous. Parfois, on a peur de faire le premier pas parce qu'on sait déjà que vous êtes agressif. On sait que vous allez nous agresser et un simple regard va nous dépayser. Venez vers nous, demandez-nous. Parfois, même les parents ne savent pas avec qui on traîne. Qui sont nos amis? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Parce que vous êtes tellement envahis, submergés par votre travail qu'au final, vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous. Vous devez apprendre à savoir ce que l'on vit pour faire des meilleurs choix, pour nous aider à être plus sages et responsables. Tous ici, on est les parents, on a entendu les récriminations formulées par les enfants qui sont les premiers concernés. Alors, comment sensibiliser de manière profitable aux enfants? Monsieur Emmanuel, oui, comment sensibiliser pour rencontrer leurs préoccupations? Merci, mon général. Tout ce qu'elle vient de dire, et même son collègue, rejoint le principe de participation de l'enfant. Si on fait des choses sans les enfants, sous les enfants, parfois c'est contre les enfants. On doit écouter les enfants. Elle a expliqué tout à l'heure que les enfants ont leur façon de réfléchir. Ils ont leur acception de la vie. Et nous devons savoir cela pour mieux les protéger. Si nous les protégeons d'après ce que nous pensons, nous risquons de passer à côté. Et il y a de quoi prendre en considération le point de vue des enfants, même dans nos propres foyers. Il nous est arrivé, un parent dit non, moi mon fils doit devenir médecin. L'enfant dit non, moi je veux devenir enseignant. Le parent est offusqué, il dit c'est pas possible, mais non, il faut écouter l'enfant. Bien sûr, il n'a pas de maturité physique et émotionnelle, mais il faut lui expliquer les contextes dans lesquels il se trouve, la situation à laquelle il fait face. En lui expliquant, en ce moment-là, on peut sagement le faire participer au processus. Et la décision qui va s'en suivre sera faite avec l'enfant lui-même. Donc l'enfant participer à la protection et à la promotion de ses propres droits. Et donc le principe de participation de l'enfant doit être mis en avant-plan
si nous voulons protéger nos enfants de façon efficace. Maman Esther. En fait, je rejoins ce que vient de dire mon collègue Emmanuel. En réalité, les deux mots que je retiens, c'est écouter et faire participer. C'est vraiment très très important, comme les enfants l'ont eux-mêmes souligné. Notre contexte de famille africaine voudrait que les parents dictent et que les enfants subissent. Alors qu'en réalité, en les faisant participer, les parents peuvent arriver même au même résultat. Mais cette fois-là, pas en s'imposant, mais en conduisant, en orientant les enfants au travers de leur participation, en posant des questions. Et nous sommes obligés, comme on vient de dire, de rechercher d'autres méthodes de communication pour que les enfants puissent recevoir correctement le message contre le Covid. Comment la protection, il vient tout à l'heure de parler de dessins animés. Je n'ai pas encore vu ça chez nous, mais je crois que nos acteurs, nos artistes peuvent s'y lancer pour chercher comment pouvoir bien communiquer avec les enfants, mais faire participer les enfants à cette communication. Que ça ne soit pas seulement fait par les adultes. C'est qu'un enfant dit à un autre enfant est mieux perçu plutôt que ça soit dit par un adulte qui donne l'impression de s'imposer et de donner juste des règles et des directives. Une sorte de dictat. Oui, exact. Alors, ils disent déjà que tous les parents sont des dictateurs. Ils veulent qu'on fasse seulement ce qu'ils veulent sans avoir écouté ce que les enfants pensent. Je crois que nous pouvons partir à partir de nos familles, essayer d'écouter, expliquer, comme ils viennent de le dire, quels sont les dangers qu'il y a à saluer, quels sont les dangers qu'il y a à ne pas laver régulièrement les mains, expliquer, mais maintenant dire aux enfants, si je dois le dire à ton ami qui arrive dans la maison, comment dois-je le dire? Comment me prendre? Comment m'y prendre? Les enfants le diront bien, parce qu'ils le diront mieux. Parce que si un parent a mis déjà le seau, et dès qu'un enfant dit, lève les mains, ça frustre l'ami qui vient voir son autre ami. Mais si on fait participer les enfants pour que nous puissions parler leur langage, et cela va nous aider et va avancer à ce que l'appropriation des mesures barrières soit faite par les enfants. Donc l'élimination des barrières psychologiques entre parents et enfants Exact. va amener l'enfant à se retrouver dans ces conditions optimales pour pouvoir communiquer avec les autres sans difficulté. Exact. Est-ce la même lecture au niveau de l'UNICEF? Tout à fait. Je pense que l'UNICEF appuie toute une série d'initiatives pour la participation des enfants, notamment appuie les jeunes reporters. Donc ça veut dire que l'UNICEF met au centre de cette préoccupation les droits à la participation de l'enfant. Et tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs et qui a été affirmé par les enfants est un fait, et je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'on devrait renforcer la consultation avec les enfants dans les différentes initiatives que nous avons. Cela permet effectivement de prendre en compte, comme ils viennent de le dire, leur point de vue et leurs préoccupations. Au niveau du ministère, parce que c'est vous qui pratiquement un peu légiférez avant qu'on en arrive à l'UNPD pour exécuter, au niveau du ministère de la Défense nationale pour dégager les enfants des forces armées s'ils existaient encore. Comment vous réagissez par rapport aux appréhensions des enfants en définitive? Je dirais même que les enfants... Vous vous imposez un dictat, faites, Les enfants sortez, rentrez. Là, c'est dans la nature de la plupart des grandes personnes. Et ce qui fait qu'au niveau des grands axes de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a le droit à la survie, au développement, à la protection et le droit à la participation. Donc nous avons reçu le mandat avec le partenaire UNICEF de coordonner les activités sur la participation des enfants. Nous avons eu à élaborer une stratégie nationale pour la participation des enfants qui oriente sur ce que nous devons entendre par participation. Ça ne doit pas être de la figuration ou bien... Donc vous avez défini un contenu de participation. Contenu, qui doit participer, il est dans quelle catégorie et dans quelle structure il doit participer. L'enfant ne participera pas n'importe où,
il y a des structures de participation des enfants qui sont les comités des enfants et le Parlement d'enfants. Nous avons eu à former à travers toutes les provinces. On a mis sur pied des comités d'enfants qui ont respecté les normes de la stratégie nationale. C'est-à-dire, nous avons même fait une expérience pilote dans le Haut-Katanga et à Kinshasa, où les comités ont eu à commencer à partir des structures locales, c'est-à-dire les écoles, les ONG. Là, ils ont constitué des comités locaux qui sont montés au niveau des communes ou des territoires pour ensuite remonter jusqu'à former le comité provincial. Donc c'est cela qui pourra nous aider plus tard à avoir un parlement d'enfants le plus représentatif de tous les enfants du Congo. Bien sûr, les moyens faisant défaut, nous sommes en train d'y aller petit à petit. L'année dernière, nous avons installé des comités urbains dans 5 villes, Kinshasa, Goma, Kananga, Pandakai et Lubumbashi. Je crois peut-être avec l'aide de Dieu, si les fonds peuvent être trouvés, nous allons passer à l'échelle. Ce serait encore très bon parce que partout on a installé ces comités, les parents même viennent témoigner de comment les enfants s'épanouissent. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont appris les principes de plaidoyer en se posant, là où on pose des questions, qui, quoi, comment et quand, et ils peuvent développer un plaidoyer en respectant toutes les normes des instruments juridiques. Non seulement, ils ne peuvent pas le faire en le disant en l'air. Donc ce sont des enfants qui nous font une très grande fierté. Ok, pour clôturer ce premier volet de l'émission, avant d'en arriver aux enfants qui donnent le dernier mot, nous aurions souhaité avoir ce que pense la MONUSCO du contenu de la participation ou de la contribution des enfants à la sensibilisation. Est-ce seulement participer parce qu'il faut échapper à l'autorité des parents, ou ce contenu serait-il défini autrement, ou quel apport, à votre niveau, vous pouvez enrichir le contenu de la sensibilisation ou de la communication parents-enfants. C'est très important ce qui venait d'être dit. Et tout à l'heure, j'ai souligné le fait que cela rejoint le principe de la participation de l'enfant. Et la MONUSCO, à travers la section protection de l'enfant, nous tenons à ce que ce principe soit respecté dans tous les domaines qui concernent l'enfant. On se rappelle ici dans ces pays, lorsque on avait adopté la loi portant protection de l'enfant, et on s'était rappelé que cette loi a été discutée par les adultes et tout, mais avant la promulgation, il faut quand même qu'on puisse consulter les enfants. Oui. Et le ministère du Genre, Famille et Enfants avait organisé des sessions comme ça à travers toutes les provinces. On a eu à regrouper les enfants, à leur parler du contenu de la loi, et les enfants ont apporté leur point de vue, des modifications qui étaient prises en considération. Bon. Si on fait quelque chose pour l'enfant, on doit l'associer à cela. Mais l'enfant, il y en a de toutes catégories. Il y a des enfants qui ont quand même, qui commencent à acquérir un niveau de discernement. Il y a des enfants qui n'ont pas vraiment de discernement, mais il appartient à ce moment-là à l'adulte d'expliquer à l'enfant ce dont il est question. Les processus auxquels il s'est engagé, les contextes dans lesquels il se trouve, les avantages, les inconvénients. Et en ce moment-là, on demande à l'enfant est-ce qu'on peut procéder. Et au niveau de la MONUSCO, en ce qui concerne les enfants qui sortent des groupes et forces armées, et parfois avec nos partenaires, nous faisons des entretiens pour savoir comment l'enfant a été recruté, comment il a été utilisé, il a combattu, comment il a sorti et qu'est-ce qu'il veut faire après sa sortie. Mais avant tout cela, la première des choses, on doit d'abord lui expliquer les contextes dans lesquels il se trouve, les inconvénients. Un enfant ne peut pas être dans un groupe armé, dans une police. Si vous vous y trouvez, voilà les conséquences, ainsi de suite. Mais maintenant, là, nous sommes en train de vous aider à sortir de cette situation-là. Voilà comment nous allons procéder. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? C'est de cette façon-là qu'on peut défendre, faire la promotion des droits de l'enfant avec l'enfant lui-même. Parce qu'on ne va pas les laisser tout faire.
Sinon, ça va aussi devenir un navire ivre dont la destination devient inconnue. Il faut toujours les canaliser, il faut toujours, en l'écoutant, l'aider aussi en lui prodiguant des conseils. Et donc, au niveau de la MONUSCOM, comme tous les partenaires, nous soutenons les efforts qui sont déployés par les enfants pour la promotion et la défense de leurs droits. Alors les enfants, les parents ont parlé, les institutions ont parlé, les organes d'accompagnement ont parlé, mais nous voulons vous entendre vous-même. La communication entre nous, parents, et vous, entre décideurs et vous, enfants bénéficiaires, comment vous la voulez? Cette sensibilisation, comment vous la voulez? Le contenu que vous voulez qu'il soit conforme à vos aspirations, comment vous le voyez? Merci pour la parole. Tout d'abord, je tiens à rappeler ce que c'est que la participation des enfants. Alors, la participation des enfants, c'est une implication volontaire et en connaissance de cause de l'enfant sur tous les sujets les concernant. Volontaire, pourquoi? Parce qu'on ne va pas impliquer l'enfant de force, mais il faudrait que ça soit une initiative qui vienne de lui-même. En connaissance de cause, parce qu'il doit avoir l'information avant de pouvoir s'impliquer. Parce qu'en général, on demande aux enfants de s'impliquer alors qu'on n'a pas les grands éléments de connaissance pour lui permettre de se faire une opinion sur un sujet donné auquel il est soumis. Et donc cette participation doit se faire bien entendu selon le degré de maturité de l'enfant. On ne va pas demander à un enfant de 5 ans de discuter d'une loi portant protection de l'enfant. Par exemple, on peut lui donner différents éléments de cette loi qui sont adaptés pour son âge. En fait. Alors, tout à l'heure, madame a dit un élément très important, c'est que les enfants apprennent mieux, les jeunes apprennent mieux des jeunes. Et donc c'est là la péréducation. Donc c'est dans ce cadre-là de la péréducation que nous, par exemple, adolescents, avons fait une série d'émissions où nous parlions aux enfants, nous sensibilisons les enfants sur le Covid-19, sur l'importance de respecter les gestes barrières. Voilà en fait la manière de communiquer que nous voulons. C'est la communication des adolescents par les adolescents. Donc l'éducation des adolescents par les adolescents. Et pourquoi? Parce que lorsqu'un adolescent parle à un autre adolescent, les adolescents sont plus réceptifs parce qu'on a les mêmes langages, parce qu'on communique de la même manière que lorsqu'un adulte, par exemple, qui peut être intimidant, viendrait vous donner des informations. Par exemple, lorsqu'un enfant parle en général, on croit toujours à l'enfant parce qu'il se dit que l'enfant ne ment pas. Donc l'adolescent en général, lorsqu'il parle à son frère, à son ami, de la même génération, qui ont les mêmes besoins, qui sont confrontés aux mêmes difficultés, il est plus réceptif. Donc c'est dans ce sens-là que moi je voudrais qu'on oriente la communication, notamment sur le Covid-19. Vous avez ajouté? Oui. Non seulement la péréducation, comme Carmel l'a dit, mais aussi il faudrait que l'on fasse une réforme des adultes et des décideurs. En général, ne me regardez pas comme ça. Wow. Vous êtes en train de me... Je vous écoute. Vous êtes en train de me vérifier exactement. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Je vous écoute. D'accord. Alors, il faudrait qu'on fasse une réforme déjà dans les structures, dans les bureaux où nous travaillons, où vous travaillez. Il y a les DHR ou les DH qui sont généralement des psychologues qui doivent aider les adultes que vous êtes à comprendre mieux les enfants. Lors des réunions des parents à l'école, lorsque vous avez des réunions, que petit à petit dans les systèmes institutionnels, on rajoute ce volet-là où on vous dit apprenez à être à l'écoute de vos enfants. Quand votre enfant vient vers vous, même si vous êtes fatigué, vous n'avez pas le droit de le repousser, mais vous avez le droit d'être à l'écoute, de l'écouter jusqu'au... Même si ça vous énerve, écoutez jusqu'au bout. Allez dormir si vous voulez. Et le matin, revenez vers l'enfant pour l'orienter. Parce que il y a l'information diffuse, il y a l'éducation diffuse. Vaut mieux que je sois bien outillée en famille, que j'apprenne des choses à l'extérieur. Dans la rue, oui. Pourront un jour mettre en péril toute ma famille parce que papa ne voulait pas m'écouter quand je suis venue vers lui.